Alors ce sommet de l'élevage est un rendez-vous professionnel mais aussi politique. Ce matin dans les allées, on pouvait rencontrer le ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, une manifestation qui permet de prendre un peu le pouls d'un secteur qui pèse en France. Et c'est ce que nous allons voir avec vous, Stéphane Longin. Oui, bonjour Laurent, bonjour à tous. Oui, le sommet de l'élevage, c'est le monde agricole qui se retrouve en Auvergne pendant 4 jours. On y croise les grands acteurs du secteur, des ministres, vous l'avez évoqué Laurent, les personnalités politiques de tous bords et sans surprise les représentants des agriculteurs. Bonjour Arnaud Rousseau. Bonjour. Vous êtes le président de la FNSEA, la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. L'actualité, entre autres, il y en a beaucoup qu'on va évoquer pendant un peu plus d'une dizaine de minutes. C'est l'annonce ce week-end par Laurent Wauquiez de son choix de sortir la région Auvergne-Rhône-Alpes du dispositif zéro artificialisation nette des sols, avec l'argument que cela risquerait de limiter le développement des territoires les plus ruraux. Comment réagit la FNSEA et comment vous réagissez à cette proposition, cette volonté de Laurent Wauquiez? Eh bien, la FNSEA s'était positionnée bien avant que Laurent Wauquiez ne s'exprime, considérant qu'effectivement pour les territoires ruraux et les petits villages, qui sont près de 35 000 en France, il y avait des difficultés de croissance et de développement. Et donc nous, à la FNSEA, nous étions favorables à ce que chaque commune rurale de moins de 3 500 habitants puisse se voir dotée d'un minima 1 hectare de capacité de développement pour construire des logements, pour construire des services publics. Et c'est ce que nous avons porté pour faire en sorte qu'encore une fois, les zones rurales ne restent pas des réserves indiennes. Ce sont des zones de vie. On a besoin de les faire vivre. Et à la FNSEA, on est à la fois très attaché à la protection du foncier parce que la terre agricole est un bien précieux et qu'on veut la protéger. Mais on est aussi conscient que nos territoires ruraux ont besoin de se projeter dans l'avenir et d'avoir quelques capacités de développement pour autant qu'elles soient encadrées et contrôlées. Ouais, c'est un dur équilibre finalement, trouver des terrains pour le développement des territoires, des entreprises et notamment des particuliers, mais en même temps un besoin aujourd'hui indispensable de sauvegarder la ferme France, entre guillemets, les sols qui permettent de produire et d'assurer la souveraineté alimentaire du pays. Oui, c'est exactement ça. On sait que le sol, encore une fois, c'est un bien précieux, qu'on en a... On en perd beaucoup encore aujourd'hui. On en perd encore beaucoup, on en a beaucoup consommé, beaucoup trop, et de manière probablement non contrôlée. Aujourd'hui, le législateur a mis dans le cadre des règles d'urbanisme beaucoup de freins à la consommation de foncier. Mais encore une fois, et je voudrais prendre un exemple très concret, les agriculteurs sont à la recherche de collaborateurs dans leurs fermes. Il y a près de 70 000 emplois qui ne sont pas pourvus. Et on sait que, notamment dans le métier de l'élevage où les astreintes sont nombreuses, pouvoir, quand on a besoin d'un collaborateur, savoir qu'il habite à proximité de la ferme, c'est important. Et donc la cohérence veut aussi qu'on ait quelques capacités à continuer à construire, à développer. Mais encore une fois, on le fait de manière très encadrée. Nous, notre proposition, c'est 1 hectare et pas plus par commune. Et on le fait avec aussi le souci de la protection du foncier, bien sûr. Vous ne craignez pas qu'en finalement, en revenant un petit peu en arrière, en sortant d'un dispositif comme celui-ci, et Laurent Wauquiez lance un peu de nouveau un débat qui est complexe, on le comprend bien, et qui ouvre un peu la boîte de Pandore pour les communes qui diraient moi finalement j'en ai peut-être besoin d'un peu plus que 1 hectare? Je crois que Laurent Wauquiez d'ailleurs l'a dit, il a fait ça en concertation avec les élus de son territoire. Ce ne sont pas forcément les éleveurs. Je suis moi-même élu local, non mais je crois qu'il ne faut pas opposer la dynamique des territoires. Et on sait encore une fois qu'on a besoin de conserver nos terres pour pouvoir produire, pour avoir ces prairies, pour avoir... voilà. On sait aussi qu'on a besoin de continuer à construire, y compris des bâtiments pour l'élevage, même si ce n'est pas toujours facile, je parle des sujets de proximité. Donc je crois que ce qui était la volonté de Laurent Wauquiez, mais il faudra lui poser la question, c'est en tous les cas de remettre ce débat sur la table. Nous concernant la FNSEA, il est tranché. Vous vouliez notamment aussi que ça accélère, très clairement. 2050, pour vous, c'est un petit peu tard. Vous disiez qu'il faudrait déjà arriver à la moitié de cet objectif d'ici à 2025, 2030 ? Encore une fois, il faut qu'on soit précautionneux. C'est pas, la proposition qu'on a faite n'est pas un blanc-seing pour bétonner. La proposition, elle est, comme toujours à la FNSEA, équilibrée entre ce que je vous ai expliqué de volonté de conserver le foncier agricole, qui est le bien nécessaire à la production agricole, où qu'on se trouve sur le territoire, et de l'autre côté, la conscience que l'agriculture, elle ne vit pas en dehors de la société et qu'elle a besoin de collaborateurs pour faire vivre son exploitation, elle a besoin de construire des bâtiments, elle a besoin d'un certain nombre de développements, elle a besoin de services publics, elle a besoin d'un vétérinaire, elle a besoin d'un abattoir, et que tout ça nécessite aussi
qu'on ait quelque chose d'équilibré. Et encore une fois, c'est ce que nous avons proposé. Arnaud Rousseau, vous évoquez l'avenir des filières, vous évoquez notamment ces besoins de collaborateurs, de futurs éleveurs, agriculteurs. Le projet de loi de finances vient d'être présenté avec 1 milliard d'euros supplémentaires pour le monde de l'agriculture. Et malgré tout, un peu de déception de votre part, notamment sur le volet de la transmission. Qu'est-ce qui cloche aujourd'hui? Et on ne va pas assez loin en France pour assurer justement cet avenir? Alors, avant de vous parler du PLF, je voudrais redonner l'équation. La difficulté de l'équation qu'on a, la moitié des agriculteurs vont partir en retraite dans les 10 prochaines années. On sait qu'on a besoin d'attirer des talents dans notre métier. Mais ça, on le sait depuis longtemps. Oui, alors, enfin, en tous les cas, là, on le touche du doigt de manière beaucoup plus prégnante parce que ailleurs, les départs à la retraite s'opèrent. De l'autre côté, on sait que on a dans le monde agricole une rentabilité des capitaux employés qui est faible. Reprendre une exploitation d'élevage, un cheptel, un bâtiment, un petit peu de matériel, quelques terres, c'est tout de suite beaucoup de capitaux immobilisés avec des faibles rentabilités. On sait que le temps de travail hebdomadaire et le niveau d'astreinte est quand même très élevé. Je rappelle que la durée légale du temps de travail en France est de 35 heures et que dans l'élevage, on parle plutôt de 60 heures par semaine. Et enfin, on sait que les revenus sont faibles à modestes. Et donc, dans cette équation-là, il faut qu'on donne des perspectives. Et donc, dans le cadre du PLF, l'idée qu'on puisse avoir des moyens à la fois pour accompagner cette transition qui nous concerne tous et dans laquelle l'agriculture est demain un levier de solution pour l'ensemble de nos compatriotes, on a besoin de donner des perspectives. Donc, d'abord, ce milliard, nous, ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment on le décline concrètement. Parce qu'il y a les annonces, il y a les crédits engagés, mais ce qui intéresse l'agriculteur, c'est toujours ce qui est payé à la fin. Donc on a besoin d'expertiser ça. Et puis on a besoin qu'on n'ait pas d'injonction contradictoire. On ne peut pas d'un côté dire on va mettre plus de moyens dans l'agriculture et de l'autre nous dire qu'on va par exemple exercer une pression sur les prix, notamment avec des renégociations de prix qui risquent de faire peser sur la matière première agricole un poids qui n'est pas supportable. Donc on a besoin aussi d'y mettre de la cohérence. On est en train de travailler tout ça. Je rappelle qu'au moment où on se parle, les parlementaires échangent entre eux, donc tout n'est pas arrêté. Et comme toujours, la FNSEA est à la manœuvre pour porter l'ambition d'accompagner les réalités de l'agriculture au quotidien, que ce soit sur la défense de la fiscalité sur le GNR auquel on tient, même si on est prêt à faire un effort parce qu'on le GNR, c'est le gazole non routier. Le gasoil non routier. On a besoin de moyens pour l'installation et la transmission, et on trouve, comme vous l'avez dit, que l'ambition est un peu réduite, notamment sur la transmission. On trouve que fiscalement, on pourrait peut-être faire des choses plus intelligentes. Je pense par exemple à un pacte du treil agricole, des choses de cette nature. Et puis, il y a des choses qui ne vont pas. On continuera à être taxé de manière trop importante sur l'eau et sur les redevances pollution diffuse qui vont augmenter de 20%, alors que le gouvernement dit qu'on ne va pas augmenter les impôts de production. Donc, il y a quelques incohérences. Voilà ce dont on discute en ce moment. Et puis, enfin, on a besoin de donner une dynamique à l'élevage, et je veux le dire ici, et c'est tout le travail qu'on fait avec Bercy pour que rapidement on puisse avoir des mesures très concrètes qui s'appliquent au plus près de l'exploitation. Justement, vous faites le tour depuis ce matin de ce sommet de l'élevage ici à Cournon. Quel est le ressenti des éleveurs aujourd'hui? Vous les sentez combattants, comme vous semblez l'être vous face à nous, ou vous les sentez un peu inquiets? Vous parliez de cette crise des prix, de cette crise notamment aussi sur ces taxes qui pourraient finalement venir un peu gréver aussi les finances des agriculteurs. Écoutez, moi je sens des éleveurs d'abord focalisés sur les prix des produits qui sont, disons-le, plutôt en meilleure posture depuis 2 ans. Et donc il faut aussi rendre témoignage du moment dans lequel les prix finalement ne font que rétablir l'équilibre de ce qui était attendu depuis longtemps dans l'élevage. Donc disons-le. Grâce aux lois Egalim, oui. Exactement. Donc c'est toute la protection de la matière première agricole. Mais est-ce qu'aujourd'hui l'inflation ne met pas tout ça en danger? J'allais y venir. C'est pour ça que je dis qu'au moment où on se parle, l'année 2022 et l'année 2023 ont permis de rétablir des prix. Je dis rétablir parce que c'était nécessaire pour l'équilibre des entreprises. Mais vous avez raison. La réalité, c'est que les agriculteurs, au même titre que l'ensemble de nos compatriotes, subissent de l'inflation. C'est 22% d'augmentation de tout ce qu'on a besoin pour faire fonctionner une ferme. L'inflation des l'énergie, produits, voilà, de l'alimentation. L'énergie, le coût des personnels, l'achat de tous les produits pétrosourcés, de la ficelle, tous les produits dont on a de l'aliment, tout ce qu'on a besoin. 22% d'augmentation. Et puis, une forme de questionnement sur ce qui va se passer l'année prochaine et l'année d'après. Et que quand on dit aujourd'hui les Français payent leur alimentation trop cher, il faut que les prix de l'alimentation baissent, eh bien nous, on dit
au regard du combat qu'on a mené sur les 10 années ou les 15 années de déflation qu'on a connues, il n'est pas question qu'on réouvre la guerre des prix. Et donc, vous craignez très clairement qu'aujourd'hui, un peu ce jeu de ping-pong entre d'un côté la grande distribution et les grandes entreprises agroalimentaires viennent pénaliser, in fine, en bout de chaîne, les agriculteurs et les éleveurs? Le rôle d'un agriculteur, c'est de produire pour nourrir les Français et au-delà. Et donc, ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si on réouvre la guerre des prix, on risque de voir réapparaître ce qui se passe notamment en viande bovine, où la consommation nationale évolue très peu et est quasiment identique d'une année sur l'autre depuis 5 ans, et où finalement l'absence d'ambition sur la production nationale conduit à des importations massives. Et ça, évidemment, pour nous, ça n'est pas tolérable. Et ce qu'on dit, parce que finalement, mon discours, il s'adresse d'abord aux consommateurs, à votre auditeur, qui tous les jours fait ses courses et voit l'envolée des prix et a du mal à le supporter. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'on pense qu'on est capable de nourrir très durablement les Français avec une alimentation de qualité à des prix abordables. Mais pour ça, ça nécessite qu'on ait une vraie ambition sur les modérations à tous les niveaux de l'échelle. Ce qui est sûr, c'est que l'agriculteur aujourd'hui, il ne peut pas avoir moins sur son prix. Et donc, il faut faire en sorte que chacun joue le jeu pour que le consommateur achète français, j'insiste, achète français et permette durablement de porter le modèle auquel on croit globalement. Mais ça veut dire quoi, abordable aujourd'hui? Nos auditeurs que vous évoquez, ils ont des difficultés finalement aussi à acheter ce chariot qui serait qualitatif et à la fois qui ferait la place, la part belle aux produits français. Très concrètement, ça veut dire que le pourcentage du disponible des ménages consacrés à l'alimentation en 2020 avant le Covid, c'était 13% du disponible. Donc si un foyer français avait 100 €, il y en avait 13 € pour se nourrir. Ces 13 €, c'était 35 € en 1970. Donc de 1970 à 2020, on est passé de 35% du disponible à 13% du disponible. Ça a conduit à la disparition des exploitations françaises et ça n'est pas tenable pour l'agriculture française. Depuis, avec le Covid et l'inflation, on est passé à 18% et même 20% dans les familles les plus modestes. Et ça, on observe que ce n'est pas tenable pour le consommateur qui arrête de consommer et qui, pour un Français sur 3, se prive d'un repas par jour. Vous leur dites très clairement, il va falloir arrêter d'acheter des choses qui peuvent paraître secondaires pour réinvestir sur l'agriculture? D'abord, ce qu'on dit, nous, c'est que 13% c'était pas tenable et 18% c'est trop. Et donc, probablement qu'autour de 15%, on sait faire des choses durables. Ça, c'est concret. Ensuite, on dit qu'effectivement, il y a des choix à faire. Moi, j'observe que dans les familles, il y a des marqueurs sociaux. Le portable est un marqueur social, y compris dans les familles modestes. Le fait de pouvoir bénéficier de quelques loisirs, c'est un marqueur social. Et que les gens font des coupes sur l'alimentation. Parce que tout le monde considère, depuis 75 ans et la fin de la guerre, que finalement l'alimentation c'est une commodité, qu'elle n'a pas de valeur. Nous, ce qu'on réexplique, c'est que si on veut durablement produire en France et être souverain, il faudra qu'on accepte de payer un peu plus cher notre alimentation. Ne l'ayant pas fait sur l'énergie, on voit ce qu'il en coûte à la nation aujourd'hui. Et donc on dit, ne reconduisons pas cette erreur. Eh bien, merci à vous, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, d'être venu sur le plateau de RCF, ici au sommet de l'élevage à Cournon. Le programme pour vous, c'est quoi? C'est d'aller encore discuter avec le ministre qui est là? Oui, le programme, c'est évidemment rencontrer les politiques, mais c'est d'abord rencontrer les éleveurs, discuter avec eux en proximité, comprendre ce que sont leurs enjeux. Et c'est un vrai moment de rencontre. Et puis ensuite, attirer tous les gens qui, curieux, viennent s'enquérir de ce qu'est l'agriculture demain. C'est une vraie richesse, c'est une vraie force que ce salon ici. Merci à vous.